Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va reprendre ma série Une image, une histoire, une série où je vous parle à chaque fois d'une photo et de la façon dont elle a été réalisée, de sa compo, de ce qu'elle véhicule en termes d'image, de symbolique, etc. Ça nous permet d'avoir tout simplement un contenu un petit peu plus art, un petit peu plus créa par rapport au contenu matériel que je fais d'habitude. C'est des contenus que j'aime bien faire, mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai mis la priorité sur le contenu matériel, et là j'ai envie de reprendre mon petit plaisir avec ces contenus sur l'analyse d'image, tout simplement parce que c'est de l'analyse d'image. Donc on se retrouve juste après l'intro pour parler de ça. Cette photo faite aux arènes de Saintes, c'est une photo qui fait partie de ma série sur les inondations, qui fait aussi partie de ma série sur Saintes noir et blanc, inspiration noir et blanc. C'est une photo qui a été plusieurs fois récompensée en concours internationaux. Donc c'est d'une certaine façon, elle fait partie de mes fiertés, puisqu'elle fait partie de mes 5 photos les mieux récompensées aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'il y a certaines de mes autres photos que j'ai beaucoup engagées en compétition et qui pourraient la détrôner. Donc évidemment, c'est au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est une réalisation pour laquelle j'ai une certaine fierté, mais vous allez le voir dans la suite de la vidéo, c'était pas gagné au départ au moment de sa réalisation. En premier, il faut expliquer un petit peu ce qu'est mon travail sur les monuments de la ville de Saintes, et puis d'autre part les inondations à Saintes, parce qu'évidemment ces deux sujets sont contenus dans cette photo et dans sa jumelle en couleur, mais ça on en parlera juste après. D'abord, mon travail sur la ville de Saintes, en fait, il va se décliner le long d'un axe. C'est-à-dire que Saintes, il y a un axe est-ouest ou ouest-est, peu importe le sens dans lequel on le prend, sur lequel vous avez un certain nombre de monuments qui sont clés dans l'histoire de la ville. Donc en fait, si on part de l'est, vous avez d'abord l'abbaye aux Dames, qui est une abbaye d'origine médiévale, classée monument historique, un très beau monument extrêmement touristique. Et puis ensuite, quand on va vers l'ouest, vous allez croiser l'Arc de Triomphe romain, qui est en réalité un arc votif, mais peu importe, qui est tout au moins un arc romain à coup sûr, qui a plus de 2000 ans d'âge, mais qui tient toujours debout. Et puis quand on continue encore vers l'ouest, vous avez la cathédrale Saint-Pierre, qui en théorie n'est plus cathédrale puisqu'elle n'est plus siège de l'évêché, mais néanmoins qui garde son titre, également un très beau monument touristique. Et toujours en poursuivant vers l'ouest, vous avez les arènes, qui est un petit peu le point final du parcours touristique et patrimonial dans la ville de Saintes. Donc les arènes, évidemment, qui étaient le sujet de mon attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est probablement un des derniers monuments de la ville auquel je me suis intéressé. J'ai toujours eu du mal à y rentrer, alors pas y rentrer, prendre mon ticket et rentrer, mais y rentrer en termes de créativité. Je le regardais voilà, un petit peu en reculons, on va dire, et j'ai mis du temps à pouvoir avoir des envies créatives sur ce lieu. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'Arc de Triomphe, et pourtant, si vous connaissez mon travail, vous savez que j'ai fait énormément de photos sur l'Arc de Triomphe, que j'ai énormément joué de ce monument pour pouvoir faire des choses un petit peu créatives. Donc ça a fini par venir avec les arènes. Deuxième aspect important dans ce travail, c'est les inondations à Saintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saintes est une ville qui est extrêmement sujet aux crues du fleuve Charente. Il y a en gros une crue majeure tous les 10 ans, enfin en moyenne c'est plutôt 12 ans, mais bon, en gros, en théorie, c'est tous les 10 ans en moyenne. Ces dernières années, ça a été plus fréquent, hein, puisqu'en 3 ans, il y a eu 2 crues majeures quand même. 3 crues majeures, pardon. Donc ça a été, on va dire, des années à inondation, des années à sinistre, hein, parce que c'est des crues où la Charente arrive dans les rues, en ville. Il y a de nombreux quartiers, il y a 2 quartiers qui sont très fortement touchés, dans lesquels il y a carrément des évacuations de population. Donc c'est vraiment des événements importants. Alors pas au point de générer ce qu'on a vu très récemment en Espagne, hein, parce que c'est des crues qui montent lentement, qu'on a le temps de voir venir, et donc bien évidemment
évidemment, on a le temps de prendre des mesures. Mais néanmoins, il n'en est pas moins vrai que la Charente arrive dans les salons, les chambres, chez les gens. Et d'autant plus qu'on vient d'apprendre il y a une semaine de ça que l'arrêté de catastrophe naturelle a été refusé pour la commune de Saintes, alors que la dernière crue était la 3e plus importante du dernier siècle, du siècle écoulé. Donc vous voyez, il y a un petit peu une double peine pour les sinistrés parce que ils ont été doublement pénalisés. Ils ont eu les inondations, ils ont attendu leurs assureurs, et maintenant on leur dit la catastrophe naturelle n'existe pas. Parce que symboliquement, c'est ça que ça veut dire. Donc tout ça pour dire, voilà, c'est un événement important dans la vie de la ville, hein, ça revient très régulièrement. Que les gens sont accoutumés, enfin surtout tout moins les Saintais de longue date. On est habitué à le gérer, cela étant, comme ces crues, la fréquence de ces crues augmente, il y a quand même une lassitude assez profonde qui monte. Et puis d'autant plus que on découvre que c'est pas une catastrophe naturelle. Dixit l'État. Bref, donc jusqu'à présent, ces crues, elles étaient bien gérées et vécues contre mauvaise fortune bon cœur. Vous voyez, on faisait avec parce qu'on savait que ça revenait régulièrement et les gens qui habitent en zone inondable sont accoutumés à ça. Donc on savait aussi regarder ce qu'il y a de beau dans ces crues et c'est certainement formateur dans le regard que j'ai sur ces crues. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le reportage traditionnel, hein, c'est-à-dire qu'on fait un reportage sur la vie des gens dans ces conditions-là, dans les inondations à Saintes, je ne fais que de la photo paysagère en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est le paysage des monuments en particulier avec l'inondation autour, voyez. Donc on va profiter du reflet, des effets de matière, etc. On va beaucoup jouer sur de la pose longue et de plus en plus aussi sur de la photo sous la pluie. Mais ça on en reparlera. Et du coup, voilà, cette dimension paysagère elle est atypique par rapport à ce qui a été fait, parce qu'il y a même eu des bouquins de faits sur les inondations de Saintes, en particulier une des plus grosses, enfin des 2 plus grosses récentes, celle de 1982 où j'étais à peine né, qui est une très très grosse crue et qui avait fait l'objet carrément d'un bouquin. Et là c'était de la vraie photo de reportage et c'est exactement ce que je ne fais pas. Je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant j'ai envie d'y aller avec une âme de poète et de traiter ce sujet néanmoins dramatique avec un regard de poète. Alors qu'est-ce qu'il faut dire sur cette image un petit peu iconique, on va dire, des arènes inondées? Pourquoi iconique? Parce qu'à chaque fois que les arènes inondent, c'est un événement, tout simplement parce que pour que les arènes inondent, il faut une pluviométrie énorme, au moins 250 mm, sinon 300, pour qu'on arrive à les faire inonder. Donc c'est absolument considérable, hein. Évidemment, je parle de pluviométrie mensuelle. Sur la totalité du bassin versant de la Charente, donc ça fait beaucoup quand même, pour que ça inonde dans les arènes. Il y a eu pendant très longtemps une légende urbaine sur l'inondation de ces arènes, c'est-à-dire qu'on a supposé, et on a raconté ça aux touristes, à un peu tout le monde, que les Romains avaient volontairement construit les arènes de cette façon pour qu'elles inondent régulièrement, et qu'on puisse faire ce qu'on appelle des nomachis, c'est-à-dire des combats de barques dans les arènes. Sauf qu'en réalité, c'est une fake news. On sait aujourd'hui que ça s'est très peu fait au Colisée. Il y avait un dispositif pour pouvoir inonder le Colisée à Rome et pour pouvoir faire ce genre de choses. Il n'y a aucune trace écrite de quoi que ce soit sur des nomachis dans les arènes de Saintes, et d'autant plus que, si on regarde les choses d'un point de vue purement topographique, le fond des arènes, la partie la plus basse d'origine des arènes, ce niveau est plus haut que le plus haut niveau des crues, des plus grandes crues de Saintes en fait. Donc ça veut dire que quand les arènes inondent, certes il y a une crue en ville, il y a un débordement en ville, mais l'eau qu'il y a dans les arènes, c'est pas celle de la Charente. L'eau qui vient des arènes, c'est celle du vallon qui est au-dessus, le vallon dit des arènes, qui en réalité est un mini bassin versant, et tout vient dans les arènes. À l'époque, les Romains avaient créé un drain qui allait des arènes vers la Charente pour évacuer l'eau, parce qu'ils avaient compris qu'il se passait un truc, et pour que les arènes restent sèches et que les fondations restent saines, ils avaient compris qu'il fallait dégager la flotte. Donc ils avaient fait ce qu'il fallait. Néanmoins, ce drain a été endommagé, on va dire ça comme ça, parce qu'on ne sait pas exactement où il est endommagé, dans quelle mesure il est endommagé, donc on sait que c'est bouché parce que l'écoulement ne se fait pas, mais on ne sait pas jusqu'à quel point la dégradation est profonde.
Donc aujourd'hui, bah, évidemment, l'eau ne s'évacue pas, ce qui fait qu'elle s'accumule et quand il y a des très grosses pluviométries, les arènes font tout simplement bassin d'orage, hein. Donc l'inondation, elle vient pas du fleuve, mais elle vient uniquement de la pluie du bassin versant amont. Ce qui amène évidemment à détricoter, la super légende urbaine sur les naumachis faites par les Romains. Il faut avouer que, c'était une anecdote qu'on aimait bien raconter, mais qui est complètement pipeau, ouais, comme quoi, c'est pas parce que c'est crédible que c'est vrai. Je vous raconte tout ça pour parler de cette photo, tout simplement parce que vous comprendrez bien que dans une création artistique, on est toujours sous l'influence de ce qui nous entoure, vous voyez, de notre environnement culturel, notre environnement historique, social, etc., architectural, et que quand on va pointer notre appareil photo dans une direction et décider que c'est maintenant qu'on clique et qu'on capture ce moment-là pour en faire quelque chose, en réalité tout ce background culturel, vous voyez, toutes ces choses qui nous influencent vont peser lourd en réalité sur le regard qu'on porte et puis la post-production qu'on va amener derrière. Et ce qui va m'amener à vous raconter encore autre chose, c'est que ces arènes ont une portée poétique, même quand elles ne sont pas inondées. Un côté un petit peu rococo, façon François Boucher. Donc François Boucher, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un peintre du XVIIe siècle, en l'occurrence le peintre officiel du roi, Louis XV en particulier, et du coup qui avait un style dit rococo, dont on retrouve un petit peu l'esthétique dans ses arènes. Alors je dis pas que les arènes ont influencé François Boucher, mais il y a l'esprit, vous voyez, l'esprit ruine romaine, l'esprit un petit peu méditerranéen dans le paysage, etc. Et donc ça c'est important parce que à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais non pas de la photographie, mais de la peinture, et vous le devinerez jamais, mais un de mes peintres favoris était le peintre du roi, en l'occurrence Monsieur François Boucher. Qui en l'occurrence aussi faisait beaucoup de nus, ce qui n'était pas désagréable. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Wikipédia, hein, par exemple, les peintures de François Boucher. Vous pouvez aussi aller les voir dans les grands musées, puisqu'elles sont très accessibles, hein. C'est vraiment un grand classique de la peinture classique, hein, sans mauvais jeu de mots, et une peinture très agréable, outre le fait qu'il y a du nu, mais c'est peint de façon très accessible, on va dire. Ça ira bien dans votre salon, vous voyez, ça passerait tout seul. Bon. Vous l'aurez deviné, toutes ces influences, donc ça mouline dans ma tête, et comme toute référence, que ça soit pour moi ou pour n'importe lequel d'entre vous, hein, même inconsciemment ça pèse, même sur une photo instantanée, vous voyez, une photo de sport, une photo animalière en pleine action, il y a des trucs qui connectent dans votre tête, et ça vous fait réagir, hein. D'où l'importance d'avoir un maximum de références, pas forcément photographiques, hein, ça peut être de la peinture, ça peut être toute autre chose, parce que ça va vous parler. À un moment donné, il y a toujours un truc qui va cliquer dans votre tête, et une photo que vous n'auriez pas fait, vous allez peut-être la faire parce que justement ça connecte une référence et que vous allez savoir quoi faire avec ce que vous avez devant vous. Donc maintenant on va en venir aux circonstances dans lesquelles on était au moment où je suis allé dans les arènes ce jour-là. En l'occurrence, j'y suis allé après avoir fait une tournée en ville. Parce qu'il faut savoir, quand je fais mes chasses en période de crue, mes chasses à l'image, en gros, je fais 3 sorties par jour, d'en gros 5 bornes, ce qui fait à peu près 15 bornes à pied, puisque j'utilise pas de véhicule. Ça serait contre-productif, hein, parce que beaucoup de rues sont inaccessibles, c'est un carnage. Donc je circule à minima en botte, éventuellement en cuissarde, suivant le programme que j'ai en tête, parce qu'il y a des endroits qui ne sont franchissables qu'en cuissarde, et des fois certains sont même pas franchissables en cuissarde, étant donné le niveau d'eau. Donc là en l'occurrence je circule à pied. J'ai fait ce jour-là, en fait j'en suis à ma 3e sortie, hein, c'est ma 3e et dernière sortie de la journée, en fin de journée. J'ai déjà pas mal de kilomètres dans les pattes, j'ai déjà pas mal d'images sur la carte mémoire, je me suis pas mal gavé d'images. Et puis les conditions climatiques conditions météo, conditions de ciel, sont pas forcément encourageantes. On a un ciel assez lisse, pas très lumineux, donc c'est-à-dire j'ai pas de beau ciel pour travailler, et pareil, si vous connaissez mes images, vous savez que dès qu'il y a ne serait-ce qu'un bout de ciel, même tout petit, en haut, dans le coin du cadre, il y a un minimum de matière, et on comprend vite que je cherche à fuir les ciels qui n'ont pas de matière.
ce qui est tout à fait réel, hein. Je cherche à éviter les ciels qui n'ont pas de matière, même si c'est un tout petit peu de matière, j'aime bien avoir un petit quelque chose, ça amène une espèce de croustillant, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, j'ai un ciel qui m'est carrément défavorable, sauf que ben, j'aime chercher de l'image, j'aime ce type de conditions, même si ce ciel-là me dessert complètement. Donc je décide d'aller jusqu'au bout de la ville, d'aller jusqu'aux arènes, en sachant qu'il faut monter, hein, ça monte pour aller aux arènes, de rentrer dans les arènes, hein, de prendre mon entrée comme d'habitude, hein, et puis alors, de papoter un peu parce que j'ai le temps, comme je me dis que je vais pas faire la photo de l'année à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas les conditions, donc je papote avec le personnel des arènes qui est content de me voir, enfin voilà, comment tu vas, machin. Forcément, ils me connaissent, à force de me voir tous les jours, parce qu'à ce moment-là, j'y allais à peu près tous les jours. Donc forcément, c'est papotage, c'est ouais, pourquoi tu viens, il fait pas beau, t'es sûr de faire quelque chose. Donc là, je leur explique, hein, je leur dis, écoutez les gars, je viens presque pour vous dire bonjour parce que j'y crois pas. Bon. Mais cela étant, pendant que je papote, bah, la masse nuageuse, elle glisse, hein, forcément sur le paysage, et la masse nuageuse n'est jamais homogène. Et si je peux dire, le fond de nuage qui arrive à ce moment-là sur nous est moins homogène que le précédent, et du coup il y a des zones un petit peu moins épaisses, avec des points un petit peu moins sombres, si on peut dire. J'allais dire un peu plus lumineux, peut-être pas exagérer, des points moins sombres, et en particulier sur le flanc sud. Donc une fois le papotage fini, je descends tranquille dans les arènes, en n'y croyant toujours pas, parce que j'ai pas encore compris que mon ciel a changé. C'est une fois installé, avec le trépied posé, clac, 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 que je me rends compte que, eh ben en fait, y a un truc qui change et j'ai peut-être une chance de faire quelque chose. Bon. Normalement, j'aimais bien me mettre dans l'axe de la porte, ce qu'on appelle la porte des vivants, donc c'est par là que rentraient les gladiateurs, avant que ça finisse mal, et à l'opposé, il y a la porte des morts, évidemment. Donc de me mettre sous la porte des morts en regardant la porte des vivants, en faisant quelque chose de symétrique, en respectant la symétrie de l'architecture, même si la ruine des 2000 ans d'âge a un petit peu estropié le monument. Et là, comme il y avait une hauteur d'eau assez substantielle, et que même en cuissarde, j'aurais pas pu me mettre là où je me mets d'habitude, je me suis mis tout simplement assis sur les gradins, en jouant de cette grande perspective, cette grande courbe que font les gradins, pour entourer seulement sur un côté tout le grand plan d'eau que fait cette inondation. Et c'est là que je vais faire une petite parenthèse. Quand les gens vont faire des photos de crues, à Saintes en particulier, on les voit débarquer le jour du pic de crue. C'est-à-dire quand la télé annonce que c'est le pic de crue, qu'elle débarque sur place. D'ailleurs, elle n'est pas là les jours précédents, elle est là le jour du pic de crue, les touristes avec. Et en fait, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que là, si vous y allez au pic de crue, les gradins sont sous l'eau. Et du coup, dans votre paysage, vous n'avez plus de gradins. Vous avez des arènes sans gradins. Et ce qui fait les arènes, ce sont les gradins. Donc en l'occurrence, j'ai très à cœur de travailler sur ce monument-là quand les gradins sont un minimum apparents, même si effectivement quand les gradins sont noyés, ça raconte encore autre chose, ça peut être intéressant, mais c'était pas du tout le parti pris. Je m'installe pour faire mes pauses longues, donc j'ai choisi à ce moment-là une pause longue à 90 secondes, puisque la masse nuageuse glissait suffisamment rapidement pour qu'on ait ce genre de filet qu'on aime beaucoup en pause longue. Donc il faut vraiment que les nuages, pour qu'on puisse se contenter de 90 secondes, il faut vraiment que les nuages poussent un petit peu. Donc là en l'occurrence c'était le cas, on avait une masse nuageuse qui bougeait assez vite, on était sous régime dépressionnaire en termes atmosphériques, donc évidemment ça pousse. Et du coup, ça m'amène à vous parler de matériel, hein. Qu'est-ce que j'ai mis en jeu à ce moment-là? Bon, forcément, un bon gros trépied Manfrotto 0,55 avec une rotule ball classique, mais une grosse rotule ball parce que j'aime bien que ça serre fort et qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Je ne prends que des grosses qui peuvent encaisser des kilos et des kilos. Alors je me souviens plus laquelle c'était, parce qu'aujourd'hui j'ai une Léo Pro mais je l'avais pas à l'époque. Bref, peu importe. Mais voilà, une grosse, capable d'en encaisser, avec le bouton de friction, ça j'y accorde une certaine importance, ça facilite quand vous avez besoin de régler de façon millimétrique votre assiette, ça vous facilite le travail. Sur cet ensemble d'appuis, j'ai posé le Nikon D810, d'ailleurs j'ai fait précédemment une vidéo sur le Nikon D810 en occasion, parce qu'aujourd'hui c'est un produit d'occasion, et en l'occurrence c'est un boîtier avec lequel j'ai fait énormément de photos poses longues. D'ailleurs,
la très grande majorité des photos pose longue crues faites à Saintes l'ont été avec le Nikon D810. Et beaucoup de mes photos de concours, du coup, ont été faites avec ce boîtier, donc je ne saurais que trop le vanter, si je puis dire, expérience à l'appui. Devant ce Nikon D810, j'avais mis un 14-24 f2.8 Nikon, donc le fameux 14-24 qui a été pendant très longtemps une légende, qui aujourd'hui est complètement dépassé, même si en occasion ça en fait un très beau produit. Alors j'ai pas fait de vidéo sur cette optique en occasion. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le pianoter en commentaire. Dès que je peux, je vous la fais cette vidéo, il n'y a pas de souci, parce que je l'ai pratiquée pendant de très nombreuses années, cette optique. Donc je peux vous en dire beaucoup. Donc voilà, donc le fameux 14-24, pour évidemment l'utiliser à 14 mm. Pas de 8, alors je me souviens plus des valeurs d'ouverture, mais on devait être très très fermé, probablement du 16 ou du 22, je vous l'inscrirai en barre dans la vidéo. Donc très fermé, de mémoire on était sur du ND1000 avec un GND 01 diaph. Faut savoir qu'à l'époque sur le GND, j'avais une politique très très soft, hein, donc le GND ultra soft, hein, la transition super douce, et je mettais juste un stop pour une raison, mais alors vraiment terre à terre. L'idée c'est de rééquilibrer un petit peu le ciel, hein, de l'atténuer un petit peu en luminosité, et de laisser, en fait, laisser le différentiel de luminosité entre le ciel et puis la terre, si on peut dire, et de gérer la fin du rééquilibrage en post-prod. Maintenant j'ai la main un petit peu plus lourde, hein, j'hésite pas à y aller avec du 3 diaph, hein, ce que fait à peu près tout le monde en réalité, ce que font à peu près tous mes confrères. Mais voilà, j'ai une doctrine qui a évolué, enfin quand ça m'arrange, on va dire, suivant mon instinct, j'en viens encore à utiliser du 1 diaph. Et j'ai toujours ce fameux filtre LiFilter. D'ailleurs, oui, voilà, j'oublie l'essentiel, les filtres. Quels étaient-ils? Parce que sur un 14-24, on ne peut pas monter n'importe quoi. On ne peut pas monter de filtre vissant. Donc en l'occurrence, c'était un kit encastrable de chez LiFilter. Qui a longtemps été une référence haut de gamme. Alors c'est des bons filtres, il n'y a pas à dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup mieux. C'est une marque qui n'innove pas beaucoup. Alors vous me direz que dans le filtre, il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation à mettre sur la table. Mais néanmoins, ils n'ont pas amélioré leur technique de filtration, ce qui fait que les dérives colorimétriques, pour l'instant, ils ne les ont pas améliorées. Ce qui fait qu'on a plus intérêt à aller sur du Nisi, ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai changé de matériel. Il a fallu que je change de kit de filtre. Je suis donc passé sur du Nisi, sauf ce fameux GND 1 stop, puisqu'il existe chez personne, je l'ai gardé pour l'utiliser sur mon kit Nisi. Donc voilà, fin de la parenthèse sur le matériel. Du coup, vous voyez que j'ai employé les grands moyens. Néanmoins, je vais répéter ce que j'ai pu dire antérieurement dans d'autres vidéos. Pour faire de la pose longue, vous n'avez pas forcément besoin de moyens extraordinaires. Ce qui importe, c'est d'avoir le bon kit de filtre et surtout d'avoir une optique qui va vous permettre de travailler facilement sur des ouvertures moyennes et un petit peu fermées, en sachant que quand on va jusqu'à f22, c'est souvent la limite, le f22, il faudrait éviter de l'utiliser. Ce que je faisais beaucoup à l'époque, hein, je faisais des compromis, je disais tant pis, voilà, bon bref. Maintenant, avec ma nouvelle approche, j'arrête à f16. Tout simplement pour optimiser le piqué. Donc vaut mieux charger un petit peu en filtre, d'où la nécessité d'avoir des très bons filtres, d'aller jusqu'à du 15 stop et d'ouvrir un petit peu de façon à ce que vous puissiez rester sur du f8, f11 et pas trop aller plus loin. Ce qui va vous intéresser évidemment, c'est quel est le sens de cette composition. Donc vous allez observer que en fait j'ai une grande ligne faite par les gradins qui amène jusqu'au point final, j'irais presque dire point central, parce que vous avez au fond la porte des vivants, la fameuse porte des vivants, et puis derrière le clocher de la basilique Sainte-Eutrope. D'ailleurs c'est un monument que j'ai oublié de lister tout à l'heure dans mon parcours, hein. C'est-à-dire, vous partez de la cathédrale Saint-Pierre, vous allez à la basilique Sainte-Eutrope, puis aux arènes. La basilique Sainte-Eutrope, c'est une église avec des reliques, c'est pour ça qu'elle s'appelle basilique, et dont les fondations datent du mérovingien. Il y a des pierres avec des sculptures qui sont d'origine mérovingienne dans la crypte en bas. Donc c'est vraiment un élément très très ancien dans la culture, l'architecture de la ville.
et un symbole extrêmement important. Et je serais sûrement amené à vous en reparler puisque j'ai énormément travaillé sur ce monument et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous voyez, donc en fait on a cette courbe qui enserre, si on peut dire, le plan d'eau et qui amène sur la fin de perspective avec ces éléments importants, ces grandes arcades des arènes, et puis ce clocher qui est un clocher extrêmement important dans la ville. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de la rocaille, du rococo avec François Boucher. Il y a un élément qui est très important dans le rococo, cette image un petit peu italianisante, et en particulier avec le pain parasol, qu'on va retrouver quasiment systématiquement dans le rococo, dans le paysage rococo, ou même dans le nu rococo, au fond, paf, vous avez presque systématiquement ce pain parasol qui évoque, avec le cyprès, souvent associé au cyprès, et ben en fait l'Italie, et l'Italie avec les ruines antiques. Donc typiquement là, on est dans les ruines antiques, on n'est pas en Italie, mais on a cette image. Et c'est là qu'elle est importante, l'image, parce qu'elle connecte des références qui font partie de mon background et de l'influence qui me travaille, si on peut dire, et qui me fait travailler. Et donc en fait, c'est là qu'on connecte les références à travers la compo qui va les lier d'une certaine façon. Et puis, je vous parlais dans la stratégie de prise de vue de cette masse de nuages qui traverse en diagonale assez vite et qui me fait des striures. En fait, ces striures, elles vont vers le cœur de la photo. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde converge vers la porte des vivants, le clocher de Sainte-Eutrope. C'est-à-dire que tout ce parcours dans l'image, tout ce parcours graphique, toute cette construction, bam, c'est le cœur du monument, ce qui fait l'image du monument, à tel point que, vous savez, sur les sites historiques, vous avez ces petites médailles là, de la Monnaie de Paris, et bien ça représente ce coin-là. Voilà, c'est ça qui fait le monument des arènes, symboliquement. Et bien en fait, toute la composition va conduire vers cet élément, même si c'est le fond de l'image. Et bien finalement, le fond de l'image va prendre une importance considérable dans cette compo, qui du coup est extrêmement dynamique, avec cet arc de cercle. Et puis les nuages qui guident en fin de compte vers le fond. Il y a quelque chose de très important dans une post-production, c'est le choix entre la couleur et le noir et blanc, éventuellement faire les deux, mais jamais par hasard. Jamais faire les deux pour dire je sais pas choisir, et ben je fais les deux. Là, mon intuition de départ, c'était le noir et blanc, puisque mon travail globalement sur la crue est un travail noir et blanc, avec un contraste, vous le voyez, qui est extrêmement fort, un noir et blanc très contrasté, avec beaucoup de matière. Et donc ça vient renforcer le côté un petit peu dramatique de l'expression dans ce type de photographie, qui va bien avec les conditions, la crue, les inondations, qui va bien avec la météo qu'il y avait, qui a quand même une météo un petit peu de sale temps en fait, on va le dire. Et puis avec ce qu'est ce monument, c'est une ruine, même si ça a une certaine poésie, que c'est beau, que c'est monument historique et qu'on apprécie ce monument, et bien il y a quelque chose de dramatique là-dedans, d'autant plus que c'est quand même d'une certaine façon un stade où on pratiquait un sport qui était relativement violent, même si dans les visites touristiques qui sont faites à Saintes, on va vous expliquer que les gladiateurs ne s'entretuaient pas parce qu'ils coûtaient cher et qu'on ne pouvait pas les sacrifier comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire romain a duré, l'ère romaine a duré 1000 ans et que les pratiques des combats de gladiateurs ont énormément évolué en 1000 ans, et notamment évolué en fonction de l'état d'esprit de l'empereur qui régnait à ce moment-là. Par exemple, Marc Aurèle, que vous en avez sûrement entendu parler en cours de philo, avait interdit toutes les pratiques cruelles dans les arènes. Son successeur a immédiatement rétabli tout ce qui était le plus barbare. Et j'emploie volontairement le mot barbare parce qu'il avait un véritable culte de la tuerie, de la brutalité, etc. Donc ça veut dire que chez l'un, on évitait un maximum de tuer ses gladiateurs, voire même on décourageait la pratique de la gladiature, et chez l'autre, on encourageait tout ce qui était violent. Donc éventuellement les tueries. Donc en fait, quand vous avez des guides touristiques à Saintes qui vous disent que dans les arènes, on ne massacrait pas les gladiateurs, c'est à la fois faux et à la fois vrai, puisque c'est une pratique qui a énormément évolué au cours de l'histoire.
Ne serait-ce qu'entre deux successeurs, hein, puisque Marc Aurèle et Claude se sont succédés, pas Claude, pardon, Commode se sont succédés, l'un est le successeur direct de l'autre, voilà, et la politique était radicalement différente entre l'un et l'autre, à croire que c'est des présidents de la Ve République, vous voyez. Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Rome Proximo. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Marc Aurèle est mort, Maximus. Bref, fin de la parenthèse. Donc, j'avais fait un choix de post-production en noir et blanc, et je me suis rendu compte que on pouvait faire la version couleur, et qu'elle était capable de véhiculer le même caractère, si on peut dire, dramatique. Néanmoins, la photo couleur, la couleur, d'une façon générale, va avoir tendance à distraire l'œil et à descendre un petit peu d'un étage ce côté dramatique, ce qui fait qu'on est toujours un petit peu obligé de pousser les choses en couleur. Donc vous verrez effectivement que c'est ce type de photo couleur à la mode aujourd'hui dans le paysage pose longue, hein, je ne m'en cache pas, mais l'esthétique est différente de la photo noir et blanc, et on comprend bien que je ne peux pas utiliser l'une ou l'autre façon anodine, hein. Bon, moi j'ai ma préférence pour la version noir et blanc. Néanmoins, par exemple, si vous allez sur mon site, vous allez la découvrir en couleur, parce que je l'ai beaucoup valorisée en couleur, parce qu'elle apporte quelque chose, indéniablement. Et du coup, ça valait le coup de la faire. J'ai valorisé en concours les deux versions, puisqu'il y a des concours qui sont spécifiquement couleur, donc j'ai joué la carte couleur. Et puis il y a aussi les jurys qui ont des préférences, donc en fonction de comment on sent les préférences, il faut savoir leur donner ce qui leur fait plaisir. Alors, pour conclure cette présentation d'images, qui implicitement est une analyse d'images, il faut que je vous apporte des éléments pour vous aussi dans votre pratique, même si vous avez deviné ce que vous pouvez aller piocher à droite à gauche dans ce que je viens de vous dire. Premier conseil que je vais vous donner, la culture générale, c'est pas inutile. Traîner à la bibliothèque, je crois que c'est probablement un des conseils les plus gratuits que je puisse vous donner, mais qui vous sera utile. Quand j'étais ado, en fait, à la maison, il y avait 5000 bouquins. Il y avait un rayonnage Histoire des Arts, c'était mon préféré. Quand j'étais au collège, je traînais dans le rayon Histoire de l'Art, comme par hasard. Bon, ça m'a beaucoup apporté. Quel que soit l'âge que vous ayez, je pense que ça peut beaucoup vous apporter. Donc n'hésitez pas. La culture photographique est intéressante, la culture picturale l'est aussi, tous les autres domaines le sont également, y compris la bande dessinée. Il y a des gens qui, dans le domaine de l'art, méprisent la bande dessinée, mais elle peut vous apporter quelque chose. Donc c'est une démarche, à mon avis, qu'il faut au moins en avoir un petit peu, parce que véritablement, ça vous apportera quelque chose. Deuxième élément qui va vous apporter quelque chose, je vous ai dit que je faisais sur mes sessions de travail sur les crues 15 bornes à pied par jour avec mes 25 kg de matos sur le dos. Soyez courageux quand vous faites des projets photographiques, parce qu'il faut se donner les moyens de ce qu'on veut, tout simplement. Et là, en l'occurrence, il faut marcher, il faut se traîner son matos, il faut sortir et ressortir et y passer du temps et bouffer de l'énergie, bouffer des kilomètres, etc. etc. Donc n'hésitez pas à mettre les moyens qui vous permettent d'arriver au résultat, à expérimenter et réexpérimenter encore, hein, parce que je vous ai dit dans le courant de la vidéo que j'allais à ce moment-là tous les jours dans les arènes. Donc vous savez, il ne faut pas hésiter à y aller, à s'inspirer, des fois même à prendre le temps. Quand on sent que dans un monument il y a quelque chose, mais que sur le coup ça ne vous parle pas, prendre le temps de poser le boîtier, de réfléchir, de tourner, de partir sans rien faire, de revenir, de se reposer les questions, parce que c'est tout simplement comme ça que les choses vont vous venir. En réalité, si vous faites un espèce de blocage au départ, les choses vont venir petit à petit, et sans vous brusquer, tranquille. Vous vous posez, vous observez, vous écoutez, vous discutez, parce que la discussion, que ce soit avec des touristes ou avec tout simplement le personnel qui gère les sites historiques, ce dialogue peut des fois faire tilt dans la tête, et du coup vous allez trouver un truc qui matche avec votre sensibilité. Donc voilà, pour conclure, quand vous êtes sur un site, ne lâchez rien, surtout faites-vous plaisir, prenez le temps, et puis n'hésitez pas à revenir encore et encore, et à prendre le temps d'inspirer l'air pour bien sentir les choses. Donc en attendant qu'on se retrouve dans un autre sujet, que ce soit matos
ou créa, ou analyse d'images, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, puisque évidemment, moi, en tant que, entre guillemets, youtubeur bénévole, j'ai fait ce choix-là. Ben, voilà, ma seule récompense, c'est d'avoir du public, d'être suivi, donc de compter sur vous. Merci beaucoup. Et puis, ben, faites-vous plaisir, et à très bientôt.